BFM Business. Le COMEX de l'info. L'entreprise par ceux qui la font avec Franck Ribou et Jean-Marc Sylvestre. Allez, retour à la table du COMEX, toujours avec Antoine Frérot, Veolia, Laurent Soli, Facebook, et Augustin Jacquelin, Lemon Tree. Retour pour ouvrir un dossier sur lequel les candidats à la présidentielle ont été assez discrets jusqu'à maintenant. C'est celui des nouvelles formes d'organisation du travail. Alors on pense à l'ubérisation, bien sûr, à l'économie du partage, comme Blablacar, Airbnb, l'économie circulaire, le recyclage, toutes les politiques pour protéger l'environnement. On est là dans des domaines très nouveaux. Avec deux questions que je vais vous poser. C'est de savoir si l'organisation du travail fondée sur le salariat est condamné, parce que c'est bien de ça dont il s'agit dans les débats politiques. Et est-ce que toutes ces nouvelles activités, toutes ces nouvelles formes d'organisation sont véritablement créatrices de richesse et d'emploi? C'est un vaste sujet, me direz-vous. Laurent Soli, le digital, est-ce que ça ne va pas tuer le salariat? Est-ce qu'il n'est pas en train de bouleverser complètement le modèle social? Non, quand vous regardez toutes les études qui sont produites dans le monde entier, en Europe, en France, par les instituts, les conseils en stratégie, que ce soit Deloitte, McKinsey, la Commission européenne, il y a deux leçons que montrent ces études. Première leçon, la transformation digitale adoptée par les entreprises, quelle qu'elle soit, quelle que soit leur histoire, crée de la valeur. Elle crée de la valeur pour l'économie, elle crée de la valeur pour l'entreprise elle-même, pour sa zone de chalandise qui peut être mondiale, et elle crée de l'emploi. Ça, toutes les études le montrent extrêmement précisément. Ce que montrent aussi les études, si vous regardez la France, nous avons publié une étude qu'on a fait avec Deloitte il y a maintenant 2 mois, à l'occasion notamment du Salon des entrepreneurs, où on s'interrogeait sur les TPE et les PME. Je la résume d'une phrase. Si les Français sont puissamment connectés, les entreprises françaises, TPE et PME, pas assez. Le rang moyen, quand on regarde l'Europe, c'est que la France se situe pour son tissu économique au 16e, 17e rang, là où elle pourrait être en avance. Donc à votre question, très clairement, très objectivement, partout dans le monde, c'est très net en Asie, c'est très net dans les pays émergents, c'est un mouvement qui crée de la valeur. En revanche, et positivement, il crée de nouveaux emplois, dans de nouveaux sites, de nouveaux systèmes, bien sûr, d'organisation de l'entreprise. Et il en détruit des anciens. Oui. Il peut surtout en modifier. Il peut surtout en modifier. Dans les entreprises traditionnelles avec lesquelles... Alors, quand je dis traditionnelles, pardon, celles qui ont une histoire plus ancienne que les entreprises digitales, on voit surtout la transformation des métiers. Et c'est ça qui est très intéressant. Regardez les sujets, les débats que nous avons actuellement dans l'économie, sur l'intelligence artificielle, sur l'économie de l'information, débats anciens, l'utilisation des data pour toutes les entreprises. C'est surtout un mouvement de transformation qui fait naître des potentialités d'emplois nouveaux quand même assez importantes. Avec des difficultés parfois sur le statut même des gens qui travaillent. Regardez les conflits qu'il y a eu autour de Uber, par exemple. Hein, la transformation d'un salarié en un entrepreneur individuel. Oui, je pense, mais parce que nous sommes à un moment de l'histoire économique qui est quand même celui d'un basculement, d'une transformation, d'un modèle finalement assez fordiste, tel qu'il a été bâti, conçu, construit, au fond, au cours du XXe siècle. Ce basculement, bien sûr, est à l'œuvre. Il est à l'œuvre peut-être avec deux caractéristiques. Il est profond parce que, notamment par la transformation technologique, elle offre une potentialité, une transformation du cœur des business models. Et surtout, elle est extrêmement rapide. Il n'y a pas d'exemple de transformation aussi rapide de l'économie mondiale dans toute l'histoire de l'humanité. Donc c'est ces deux phénomènes-là qui en sont en train d'accélérer ces modèles. Antoine Frérot, Augustin Jacquelin, je voudrais votre lecture là-dessus, vous, Antoine Frérot. Bon, après, on parlera de l'économie circulaire qui est plus... Je crois que tout d'abord, sur la transformation des ce que Laurent tout à l'heure a dit, c'est savoir que toute entreprise est concernée par le digital. Et toute entreprise va voir un certain nombre de choses se modifier. On n'échappe pas à ça. On n'échappe pas. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut aussi dire que non, pas toute l'économie classique va être rayée d'un trait de plume. Certaines choses vont l'être, mais bien sûr pas tout. Bon. C'est ces choses-là auxquelles il faut se préparer. Il y a plusieurs enjeux. Le digital, il sert à quoi? Il sert soit
a automatisé un certain nombre de tâches qui étaient auparavant faites avec plus de travail des hommes, plus de travail manuel. Donc là, il supprime des emplois, on ne peut pas forcément le regretter, parce que ce n'étaient pas des emplois très riches et très durs. Hein. Il y a un enjeu, social. L'enjeu, c'est qu'il faut former ces gens qui faisaient ce travail-là à d'autres travaux. Parce que, par ailleurs, le digital, il a un deuxième enjeu, c'est pas seulement d'automatiser, il permet d'imaginer de nouvelles choses, de nouveaux produits ou de nouveaux services. Et pour ces nouveaux produits et ces nouveaux services, il va falloir aussi des gens qui s'en occupent. Et donc, les personnes touchées par l'automatisation, il faut pouvoir les former pour les reconvertir afin de gérer et de mettre en œuvre les nouveaux services, les nouvelles activités que ça va générer. C'est ça qu'on n'a pas forcément anticipé de façon non, suffisante. Mais il faut le faire et on peut encore le faire. Alors j'ajouterais quand même que parfois, ces nouvelles activités digitales, elles peuvent apparaître un peu sauvages. Parliez du cas Uber tout à l'heure. Ouais. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la mondialisation. Oui, il faut des règles à peu près équitables et à peu près identiques pour tout le monde. Donc, première chose, là aussi, mettons-les, édictons-les ces règles pour que ça soit à peu près équitable et qu'il n'y ait pas de distorsion entre les différents acteurs. Et puis, il faut bien reconnaître aussi que ces nouvelles activités, elles viennent toutes de l'innovation. Et cette innovation, d'abord, ça ne sert à rien de lutter contre, parce qu'elle va venir, mais elle apporte beaucoup d'opportunités. Et donc, je pense qu'il faut pouvoir la suivre. Alors, quel est le rôle des entreprises ? D'une grande entreprise comme Veolia, par exemple, c'est pas de se mettre la tête dans le sable en leur refusant cette innovation ou cette là, vous êtes mort si vous faites ça. Donc, il faut les générer nous-mêmes, chez nous. Nous ne sommes pas condamnés à être mangés par les start-up. Je suis désolé. En général, d'ailleurs, c'est parfois le contraire. Hein. Et une grande vous allez entreprise, chercher dans la start-up l'innovation et l'imagination. Elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'elle peut proposer à ses propres start-up qu'elle crée à l'intérieur un marché tout de suite sur ses propres activités. Son inconvénient, c'est qu'elle est sans doute pas assez agile, pas assez réactive, pas assez souple dans la modification des conditions de travail. Mais donc l'enjeu de l'entreprise, c'est de prendre à bras-le-corps sa propre digitalisation. Augustin Jacquelin, pour faire un tout petit peu avancer notre discussion, vous êtes plus, vous, dans ce que vous appelez l'économie circulaire, quoi. Vous le êtes aussi, hein, monsieur Frérot. On est non seulement client, mais aussi partenaire. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi l'économie circulaire ? Et la question qu'on se pose, c'est où est la chaîne de valeur ? Quelle est la chaîne de valeur d'économie circulaire ? Vous récupérez des choses qui avaient valeur zéro. Alors effectivement, l'économie circulaire, c'est un formidable tremplin pour créer de la valeur. Juste un mot sur le digital, parce que nous, on n'en est pas du tout exclus. Hein. Au contraire, notamment, nos machines, elles sont connectées et le digital nous permet d'aller optimiser nos collectes, de rendre aussi les machines ludiques, la partie gamification, mise en réseau, etc. Donc nous, on le voit vraiment comme une chance et une opportunité. Et puis, si on parle de toutes ces nouvelles formes d'économie, le circulaire, c'est un formidable bassin d'emploi. Et les chiffres sont même assez impressionnants. Hein. On parle d'une création de 400 000 emplois en France à horizon 2030. Donc c'est assez phénoménal. Alors, ça ne concerne pas évidemment que le recyclage. Hein. C'est aussi, le circulaire, c'est aussi la réparation, c'est l'éco-conception. Finalement, tout ce qui qui rompt avec l'économie linéaire, on consomme et on jette, qui modifie notre modèle. On réutilise ces ressources, qu'on remet dans le circuit. Et c'est là où on comprend même facilement que ça crée de la valeur. C'est que avant, on payait pour se débarrasser d'un produit. Maintenant, on transforme ce produit qui a eu une première vie en une valeur, puisqu'on va chercher sa ressource. Et du coup, on passe du moins de la destruction au plus de la régénération. Il fait la moue. Non, je fais la moue parce que pas du tout. Parce que moi, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais petit enfant, il y avait chez moi en Normandie des gens qui ramassaient les vieux papiers, on collectionnait les vieux journaux et on vendait les vieux journaux. Ça avait de la valeur chez les chiffonniers, tout ça. Vous êtes en fait un chiffonnier des temps modernes. Nous, on fait ça. Exactement. On fait exactement ça, mais dans des conditions. Et vous êtes un chiffonnier industriel. Évidemment les plus favorables possibles. Vous disiez comment on crée de la valeur dans ces téléphones mobiles, dans nos appareils électroniques. Savez-vous qu'il y a au kilo
plus d'or dans ça que dans le minerai d'or des mines d'or. Non, ça ne m'étonne pas parce qu'ils les vendent très cher. Hein. Donc, plutôt que de les mettre à la poubelle ou de les détruire, transformer des déchets pour en faire une ressource, c'est ça immédiatement un enjeu économique, au-delà de l'enjeu environnemental, et je vais y revenir, un enjeu économique parce que ces nouvelles mines de ressources naturelles, de matières premières, elles sont dans notre pays, dans nos pays riches, et qui n'est pas ce pays qu'est la France, très riche en matières premières. C'est la première mine du XXIe siècle. Les poubelles de nos ménages et de nos entreprises. Et donc, ne pas exploiter ces mines, alors qu'on a des soucis économiques, ce serait vraiment dommage. Oui, sauf que le problème, il est aussi mondial, et on est en train de demander aux pays émergents de faire un peu les mêmes efforts que ceux que nous avons fait pour devenir riches. Ils ne sont pas forcément d'accord pour appliquer les mêmes normes environnementales, les mêmes normes de tri. Enfin, vous savez, ne pas gâcher ou bien donner une deuxième vie à la matière première, c'est pas forcément contraignant, c'est même enrichissant. Donc, récupérer le plastique, le polyéthylène ou le polypropylène, ça permet de fabriquer de nouveaux produits moins coûteux que quand on utilise du pétrole. Et c'est beaucoup moins polluant en termes de CO2 aussi. 400 000 emplois possibles à créer dans ce secteur-là. C'est le chiffre qui circule actuellement. Alors effectivement, c'est quand même à une certaine horizon, et comme ce que je disais, c'est que ça englobe quand même plusieurs activités, mais qui vont dans cette même logique, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on consomme, à la façon dont on consomme, réutiliser, réemployer, recycler. Donc on parle des 3 R, et c'est voilà, la logique économique derrière ça, elle est relativement simple finalement. Moi, j'aime bien l'idée de dire, voilà, en France, effectivement, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de mine. Utilisons déjà ce qu'on a ici. Et on n'a pas parlé de la balance des paiements ou des importations, parce que cette ressource-là, elle est dans le pays. Hein. On dit 3 milliards. La ressource est dans le pays, et l'activité que vous générez en la traitant, elle n'est pas délocalisable. Non, elle a tout intérêt à être faite très près des gisements, parce que le transport serait assez coûteux. Ouais. Laurent Soli, vous qui avez une vue de la totalité de la planète dans ces problèmes-là, le digital comme des nouvelles formes d'économie, quels sont les pays qui vous paraissent les plus intéressants, les plus originaux, les plus avancés? Je crois qu'on peut dire à peu près partout dans le monde, vous sentez ce dynamisme. Si vous regardez l'Europe, il y a un dynamisme très fort des économies, des entreprises, des nouvelles start-up, utilisant au fond le potentiel de la transformation digitale au Royaume-Uni, incontestablement. En Allemagne, qui a produit de très grands champions du digital, notamment le groupe Rocket Internet, l'entreprise Zalando. Israël est devenu un lieu de l'innovation extrêmement puissant, où ils ont rassemblé à Tel Aviv des financements, du capital, des compétences humaines exceptionnelles et un sens de l'entrepreneuriat extrêmement fort. Et c'est un pays qui, de fait, ne peut produire que des produits, des entreprises, des services pour le monde entier. Les États-Unis, bien sûr, restent extrêmement en pointe, et la Silicon Valley reste une des locomotives de cette transformation. Mais quand vous observez aussi l'Asie, des zones émergentes en Amérique latine, mais l'Asie plus particulièrement, vous avez là un investissement, un dynamisme, la puissance aussi de la région, de très grandes entreprises, de très grandes innovations et de très grandes plateformes digitales. Le dynamisme est partout. Et la croissance est assez forte quand vous observez ces régions et ces zones. Alors, Augustin Jacquelin, et je voudrais après le point de vue de M. Frérot sur l'initiative que vous avez présentée cette semaine, qui est finalement de créer une filiale à Lemon Tree, qui s'appelle Lemonhead, et qui assure la logistique, le traitement, le recyclage, qui va dans les machines, les récupérer et tout ça. Mais l'originalité, c'est que c'est une entreprise d'insertion. C'est une entreprise d'insertion qu'on a visitée cette semaine en plein cœur de la Seine-Saint-Denis. Et j'ai trouvé que c'était absolument formidable, d'émotion et tout, avec la première génération vous les appelez les Lemonheaders. Vous êtes en train de faire une secte là. Non, mais c'est une secte positive. La question, est-ce que vous êtes encore dans l'économie de marché là? Alors en fait, la structure Lemonhead, elle appartient, donc c'est une entreprise d'insertion. Elle appartient à Danone.
Alors, elle appartient pas du tout à Danone, pardon. mais effectivement, J'ai compris. Voilà, il y a une originalité c'est le fruit d'une collaboration inédite entre une start-up, donc nous, la vôtre, une entreprise du CAC 40 qui est Danone, qui finance le système via son Sa fonds fondation. Danone pour l'écosystème, et une fondation qui effectivement n'est pas dans le secteur marchand, qui apporte toute son ingénierie et sa compréhension des problématiques sociales, qui est la Fondation FACE, Fondation Agir contre l'exclusion. Et donc on s'est mis tous les trois autour de la table pour créer une nouvelle structure qui effectivement appartient à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, ce qui n'a donc pas les mêmes contraintes que celles que vous pouvez avoir, vous. Alors on a les mêmes Monsieur contraintes, Frérot. on s'en met à nous-mêmes. Elles n'ont pas les mêmes contraintes, mais n'ont pas non plus les mêmes objectifs. Vous ne le connaissiez pas, ça, un petit peu, Si, par la fondation. si vous êtes venu en Seine-Saint-Denis, vous êtes peut-être passé par Oui, Aubervilliers. pas très loin, pas très loin. Et n'hésitez pas à vous arrêter chez Veolia, mais... désormais, hein, en Seine-Saint-Denis aussi. Oui. Bon. Mais l'économie sociale et solidaire n'a pas le même objectif. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas pour ces entreprises de créer des profits qui seront un jour redistribués. Moi, je suis d'accord pour dire que l'ensemble de l'économie de notre pays ne peut pas vivre que avec l'économie sociale et solidaire. Ça sera qu'une petite part du travail et de l'économie. Mais c'est une part qui se développe rapidement. Et qui se développe rapidement parce qu'elle vient en plus occuper des activités, des espaces que les entreprises plus classiques ne peuvent pas occuper. C'est pas des concurrents. Non, ce sont même des partenaires. Veolia est un gros acteur de la gestion des déchets et du recyclage. Pour collecter les papiers et les cartons dans les bureaux, pour collecter les plastiques dans les entreprises, pour collecter et pousser les gens à trier chez eux leurs déchets, les entreprises sociales et solidaires, elles sont bien adaptées à cela. Et Veolia travaille avec beaucoup d'entreprises sociales et solidaires pour générer son activité également. Et donc c'est complémentaire. Alors ça ne va pas remplacer l'économie classique. Ça crée de la valeur sociale, comme disait... Mais ça crée aussi de la valeur économique. Ce sont aussi des entreprises. Vous savez, la plus grande entreprise sociale et solidaire de France, elle s'appelle SOS. Elle emploie aujourd'hui 30 000 personnes. Elle n'existait pas il y a 30 ans. 30 000 personnes. Veolia, c'est 50 000 personnes en France. C'est donc une vraie entreprise, mais elle n'a pas le même objectif et elle occupe des espaces que les entreprises les plus classiques ne peuvent plus occuper. Laurent Soli, je vous bouscule un petit peu. Il y a des éléments qui, dans l'économie digitale, détruisent de la valeur. Ce sont les fausses informations, le fake. Vous avez entrepris cette semaine un détecteur de fake sur Facebook. Ça marche, ça? Oui, on a lancé en France il y a quelques semaines. C'est vraiment sérieux ou c'est... Oui, pardon, excusez-moi. Non, c'est très sérieux. Non, mais merci d'ailleurs de votre question. Parce que nous prenons avec beaucoup de sérieux et beaucoup de responsabilité. C'est vachement grave quand même. Hein, Laissez-moi je vous laisse expliquer. Ouais. Non, nous prenons avec beaucoup de sérieux ce sujet. Et je crois avec aussi beaucoup de responsabilité, parce que c'est la responsabilité aujourd'hui d'une entreprise comme Facebook de faire en sorte que l'information qui circule, qui est utilisée, qui est partagée, qui est commentée, qu'elle n'était pas triée, qu'elle n'était pas médiatisée, de faire en sorte de pouvoir justement lutter contre les fausses informations, avec quelques conditions néanmoins. Alors, ce que l'on a fait en France, premier élément, c'est que nous sommes associés avec 8 grands médias français. Exact. 8 grands médias français qui, en fonction des signalements des Français sur Facebook qui utilisent Facebook, peuvent signaler des informations qui peuvent leur paraître comme fausses ou erronées. C'est de la pollution. Pour que ces médias-là, qui ont des journalistes, des équipes de fact-checking, puissent les vérifier. Parce que nous pensons que ce n'est pas notre rôle d'être les arbitres de la vérité. C'est notre rôle, en revanche, de mettre en place des dispositifs avec nos partenaires médias pour signaler ça. Et la deuxième chose que nous avons faite, il y a maintenant plus d'une dizaine de jours, c'est que nous avons lancé une grande campagne d'information dans les médias d'ailleurs et sur Facebook pour expliquer à nos utilisateurs, 33 millions en France, comment utiliser, comment repérer et comment potentiellement signaler ces fausses informations. Donc ça, c'est parti. C'est parti, bien sûr. Bien.